Hop. Hello, Bonjour Muriel, merci d'avoir accepté cette invitation pour un petit peu faire connaître ton activité, connaître qui tu es. Et quand je fais des interviews, j'aime bien d'avoir un fil rouge en fait qui explique comment on est arrivé à pratiquer le métier qu'on pratique. Parce qu'il y a souvent des détours dans la vie, c'est pas un chemin linéaire. tout à fait. Et donc, mais explique-nous un petit peu quel a été le début de ta démarche. Qu'est-ce qui s'est passé avant que tu mettes cette nouvelle profession dans ta vie et que tu chantes un tournant à 180 degrés, on va dire? À peu, à peu près. Alors, donc moi, je suis Muriel. En fait, depuis très longtemps, j'avais cet intérêt pour l'humain. D'accord. Mais tu sais, on est dans l'école, on doit suivre. Moi, je me rappelle comment j'étais un petit peu démunie quand on m'a dit qu'il fallait que je choisisse une orientation. C'est un peu compliqué pour moi. Donc, j'ai choisi un peu par défaut parce que des copines allaient dans, dans un endroit et je les ai un peu suivies. Ça s'est pas bien passé, évidemment. Après, j'ai une autre copine qui m'a parlé de sociologie et je me suis dit: «Tiens, ça peut être intéressant» et effectivement, j'ai adoré mes études en sociaux parce que justement, ça traitait de l'humain. Hem, tu m'entends bien? Oui, oui. Oui? OK. Et donc après, pour choisir exactement le métier, tu sais peut-être pas, mais en France, la sociologie, c'est un peu, la voie de garage. D'accord. D'ailleurs ouais, ouais, c'est pas partout pareil, mais en tout cas en France, En c'est un peu quoi c'est considéré comme ça? parce que je pense que les études, où on réfléchit et où on déconstruit des concepts, en tout cas moi c'est mon ressenti, elles sont pas mises en c'est pas mis en avant. C'est plutôt les études où on va produire concrètement, gagner beaucoup d'argent qui sont plus, c'est ces études-là qui sont plus mises en avant. En tout cas moi clairement, la sociologie pour moi c'est vraiment, une science, hyper importante pour comprendre l'autre et être bien avec les autres. Et dès le début en sociologie, ce qui était important pour moi, c'était la santé. Donc, j'ai fait ma première enquête, c'était sur l'accueil du jeune enfant à l'hôpital. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est le sujet qui m'avait intéressée à ce moment-là. C'est moi qui l'ai choisi et j'ai été vraiment agréablement surprise. J'ai pas été malade quand j'étais enfant, j'ai pas été, enfin, tu vois, c'est vraiment, je sais pas d'où c'est sorti. Autant après, j'ai fait un mémoire sur la psychose corporelle. Ça, je savais pourquoi. C'était parce que, j'avais l'impression que beaucoup de gens pensaient qu'être maman, c'était naturel. Moi, j'avais une mère pas très tendre, elle se sentait pas très aimante et quand je lui avais demandé une fois: «Pourquoi tu me dis jamais, je t'aime?» parce que moi, j'avais des exemples d'autres personnes où leur maman était très très cocooning, très tendre. Pas forcément, elle leur disait pas forcément: «Je t'aime», mais en tout cas, tu sentais l'amour et moi, je me disais toujours: Je suis sûre que si quelqu'un vient m'accuser de quelque chose, ma mère, elle pensera tout de suite que c'est vrai. Elle se dira pas: «Non, ma fille n'est pas comme ça», parce qu'elle ne me connaissait pas. Donc j'ai vu un reportage une fois à la télé, sur la psychose corporelle. Je me suis dit: «Ah tiens, c'est intéressant», parce qu'elle m'avait répondu quand je lui ai demandé: «Est-ce que tu m'aimes?» Elle m'a dit: «Bah oui, je suis ta mère». Et moi, ce lien entre «ben oui, je suis ta mère» et l'amour, je le voyais pas vraiment. Et Ouais. donc j'ai été interrogée, ce que c'était, cette psychose corporelle. Et ça m'a vraiment ouvert sur, le champ de, effectivement, l'instinct maternel, c'est quelque chose qui est construit. Certes, il y a des femmes, et d'ailleurs je l'ai vécu moi, cet amour tout de suite pour mon enfant. J'ai Donc, excuse-moi, je t'interromps, mais on est dans toutes des problématiques de l'attachement, des défauts d'attachement, en fait. c'est Hmm. ça, c'est qui construit après l'adulte de demain. Tu vois? Oui. C'est vraiment, moi je me suis vraiment intéressée à ça pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas confiance en soi? Qu'est-ce qui fait qu'on ne s'aime pas? Qu'est-ce qui fait qu'on se met dans des situations, complexes? Et en fait, j'ai été chercher vraiment aux racines de tout ça. Et après aussi, j'ai fait un mémoire sur la maltraitance, sur la place du père, enfin tous ces trucs, toutes ces choses-là. Et au début, mes métiers m'ont pas du tout emmenée vers ces choses-là, jusqu'à ce que je rencontre, cette envie de reprendre des études et je voulais être directrice d'une maison de retraite. Mhm. Et je me suis vite rendu compte en étant
du côté du financeur pendant une année, donc à l'époque ça s'appelait la DAS. Et mes amis me disaient: «Ah super, tu travailles enfin avec les enfants». Non, du tout. La DAS ne s'occupe plus des enfants depuis très longtemps, en tout cas. C'est le conseil, régional départemental qui est en charge de ça. Donc j'ai été chargée de mission prévention finalement et pas du tout directrice de maison de retraite parce que je me suis rendu compte à quel point, moi en tout cas, dans ma vision des choses, les moyens qui étaient alloués, la façon dont ça se passait, j'allais forcément être dans un système maltraitant. Donc j'ai décidé de ne pas y aller et de me consacrer à la santé publique. Ça m'a passionnée, D'accord. façon d'aborder les choses, de financer des associations, de les accompagner dans les projets, de mettre en place des projets pour bien prendre soin des autres. Ça m'a passionnée. Sauf qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que concrètement, je m'y retrouvais plus. 16 ans après, je me suis dit: «Non mais ça ne me convient pas. Moi, je veux vraiment avoir du concret» et ça faisait quelques années que j'avais rencontré David Laroche, sur YouTube Oui, et je m'étais dit: «Waouh, c'est quelqu'un de très inspirant, quelqu'un qui parle comme ça des problèmes très personnels qu'il a eus, et qui s'en est sorti, ça m'inspire beaucoup. Donc j'ai fait sa formation, Entraîner pour réussir et lors d'un séminaire que j'ai fait, il nous a présenté son école de coaching et j'avais fait un bilan de compétences où ça avait un peu montré que le coaching, c'était plutôt pour moi. Mais ouais. aucune école ne me convenait. J'avais une amie elle me faisait beaucoup rire parce qu'elle me disait toujours: «Tu es ma psy». Je fais: «Oui, sauf que, excuse-moi, c'est quand même gratuit là, donc je suis pas ta psy». Et donc je me suis dit: Il est temps maintenant, Muriel, de vraiment faire ce que tu as envie de faire». Et quand j'ai eu cette révélation par rapport à l'école de coaching David Laroche, je me suis dit: le prix était très élevé par rapport à ce que je pouvais et je me suis dit: «Non, c'est vraiment ça qu'il me faut». Et là, l'école vient on a eu le dernier module, de l'école le week-end dernier. Ça fait un peu bizarre, mais en même temps, tu te dis, je continuerai à m'entraîner avec, des parce que dans tout métier, c'est ça aussi que parfois je déplore, c'est que tu as des personnes, elles font beaucoup d'études et une fois qu'elles sont dans leur métier, elles mettent pas l'accent sur, le développement et les formations continues. Tu vois, elles ont l'impression d'être arrivées. Capital ça, hein. Mmh. Bah, ouais, sauf que moi, j'en ai rencontré des médecins qui se formaient pas, qui remettaient pas en question des choses, qu'elles avaient apprises, 15 ans, 20 ans avant. Dans d'autres métiers aussi, on retrouve la même chose, mais sauf qu'il y a des métiers où c'est un peu plus, complexe. Mmh. Hem, C'est important de garder une fraîcheur, de la remise en question, sinon effectivement on est dans le confort tout le temps, on fait ce qu'on fait, on sait ce qu'on sait et il y a plus rien de nouveau qui peut rentrer dans la case, quoi. C'est important ce que tu soulignes là. Tout Mmh. à fait et je m'en rends compte aussi dans la vie, le quotidien, quand les gens disent: «Je suis comme ça». Tu vois, il y a une espèce de fermeture et je me dis: «Mais comment on peut?» alors que c'est pas quelque chose qui les aide, tu vois? C'est quelque chose qui les aide, s'ils me disent: «Je suis joyeuse, je suis heureuse, je suis, sociable», enfin, tu vois? Quelque chose qui est lumineux, OK, mais quand c'est: «Je suis comme ça, j'ai pas le choix», je me dis: «Mais comment on peut s'enfermer dans quelque chose?» peut-être que ça a servi à un moment donné de sa vie, parce que tout ce qu'on est nous a servi. Ouais, parce que tu as un exemple, en fait, quelque part, parce que tu as fait une formation, financièrement, tu en avais pas les moyens, mais tu l'as fait, Non, tu étais c'est juste ça. donc tu t'es pas dit: «C'est un frein, je Non, peux le faire». jamais. C'est très inspirant, en fait, pour, les gens qui nous écoutent. C'est important de souligner ça, donc merci beaucoup Muriel. Pour moi, c'est très important. Je me suis jamais arrêtée aux barrières qui étaient potentiellement devant moi. Je me suis Mmh. toujours, dit alors peut-être après, on en parlera certainement, mais peut-être après c'est en fonction de mon environnement aussi. Tu vois, les barrières, elles sont peut-être à un niveau, plus tôt que certaines personnes. Ça, c'est possible aussi. Mais en tout cas, elles ne m'ont pas gênée sur mon trajet. Mmh. OK. Donc tu as fait la formation de coaching de David Laroche. Laroche Mmh. et quand est-ce que tu as décidé finalement de t'installer et de lancer ton activité? Alors comme la formation, c'était le week-end, je me suis dit: «Bon, bah, je peux très bien le faire pendant que je travaille, là où je travaillais, dans mon administration».
et puis très vite, tu vois, je me suis dit: «Non mais en fait, c'est pas possible de continuer et je ne suis plus alignée avec ce que je fais, donc c'est vraiment reculer pour mieux sauter, donc ça ne sert à rien. J'y vais, je j'ai des peurs évidemment, Bien sûr. mais elles vont pas me définir, elles vont pas m'empêcher d'avancer comme j'en ai toujours eu des peurs, tout le monde en a, c'est normal. Voilà, mais je me suis dit: «OK», donc j'en ai parlé à ma chef et je suis du genre aussi quand on n'est pas bien quelque part, hem et qu'on a déjà tout essayé pour que ça aille mieux, parce que je ne fais jamais les choses sur un coup de tête, même si les gens d'extérieur peuvent le penser parce que je ne leur en avais pas parlé avant. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai demandé à partir. Je me suis dit: «Ça sert à rien», donc évidemment, tu imagines ce que j'ai entendu: «Non mais tu es folle, non mais tu te rends compte? Mais tu as pas peur, mais et ton Revenu, faut enfant?» pas lâcher la proie pour l'ombre, ouais. C'est ça, un salaire régulier, dans une administration. J'étais pas fonctionnaire, mais j'avais négocié aussi, là où j'en étais. Je m'étais pas juste, on m'avait dit, «Tu verras dans 6 ans», tu sais, dans une administration en France, au bout de 6 ans, tu peux être, CDI et moi, j'avais négocié pour que ça soit avant, enfin, voilà, bref. En tout cas, j'ai entendu beaucoup de choses et je me suis dit: «Mais c'est fou comment ça te» même si tu es préparé, ça t'affecte quand même, tu vois, un petit peu parce que tu te dis: «Mince, est-ce que je suis folle?» Bien parce que tu sûr, vois? c'est un frein, c'est sûr. C'est là où tu te dis ton environnement détermine réellement ce que tu vas faire, ce que tu vas te permettre de faire. Et là, j'aurais pu me dire: «Oui, c'est vrai, je suis folle, mais comment?» enfin, ah non, Oui. finalement, tu te dis: «Tu y vas» et la plus grosse peur pour moi, c'était de ne pas y aller. C'était d'attendre ma retraite, sachant que j'ai jamais cru à la retraite. Moi, j'avais un prof d'éco qui nous avait dit: «Non mais, baby boom égale papy boom et comme il y a de moins en moins de renouvellement, de seuil de génération, il y aura pas assez de personnes pour payer la retraite, de ceux qui suivent». Donc il nous a toujours dit: «Il faut réfléchir autrement». Donc c'est ce que j'avais en tête en me disant et évidemment quand j'ai reçu aussi le relevé de retraite qui me dit que je dois arrêter à 69 ans, parce que j'ai eu des phases, de recherche d'emploi, de recherche de repositionnement, tu vois? Donc tu te dis: «Non mais qui à 69 ans si je fais un métier qui me plaît pas, au secours, quoi». Mmh mh. Donc forcément, voilà, donc je me suis lancée en 2020, on est en 2020 en 2022. OK, tu as fait le Octobre, grand saut en novembre, 2022. ouais, j'ai lancé mon entreprise et rapidement tu te confrontes à des choses, tu as une mentalité de salarié, donc il y a plein de choses qui tout d'un coup sont difficiles. Tu as plus un cadre, tu as plus une espèce de feuille de route parce que moi j'ai toujours réclamé mon autonomie. Dans tous les endroits où je suis passée, c'était très important pour moi d'être autonome. Et là, tout d'un coup, tu te rends compte qu'effectivement, tu es autonome, mais dans un cadre. Et là, bah, c'est toi qui dois créer ton cadre. Bien sûr. Et Et donc et ça t'y met tenir comment? et t'y tenir, Totalement, cadre flottant qui part dans tous les sens, c'est compliqué. Mmh. totalement. Donc ça crée de la procrastination, ça crée des doutes, ça crée des peurs, tout ça. Mais en fait, quand tu sais exactement, ce que tu veux, bah, tu acceptes tout ça. Mmh. Et comment est-ce que tu t'es projetée là? Quand tu dis: «Tu sais exactement ce que tu veux», c'était quoi exactement que tu voulais? Bah, moi, c'était vraiment accompagner les personnes, pour, Quelles sont qu'elles les personnes que tu accompagnes justement? alors, je l'ai défini au fur et à mesure du temps parce qu'au départ, c'était vraiment important pour moi, c'était sur la confiance en soi, parce que j'ai vu à quel point ne pas avoir confiance en soi peut avoir des conséquences, heu, délétères sur sa vie. On accepte des choses, qu'on n'accepterait pas autrement, enfin bref, j'étais plutôt axée là-dessus et puis au fur et à mesure d'un accompagnement que j'ai eu avec Jennifer Soulier sur le branding authentique, je me suis rendu compte que vraiment les personnes que je voulais accompagner, c'était les personnes qui avaient été dans une relation, où elles s'étaient senties dénigrées, rabaissées et qu'elles avaient perdu leur estime d'elles-mêmes. C'était Mmh. au-delà, tu vois? C'est le truc avant la confiance, parce que si tu as pas confiance, si tu as pas d'estime de toi, c'est compliqué aussi de d'avoir confiance en toi.
bien Donc je me sûr. suis dit: «C'est vraiment» et surtout si elles sont mamans, parce que quand elles sont mamans, elles transmettent à leurs enfants des schémas, des schèmes de pensée qui sont néfastes aussi pour la société qu'on veut voir demain. Enfin, clairement, c'est je C'est ne comprends oui. c'est beau ce que tu dis parce que je me permets de t'interrompre parce que ça me traverse le cerveau là. Est-ce que tu as mieux compris ta maman à la lumière de cet accompagnement-là? Et ben, j'ai mieux compris ce que j'avais vécu aussi de ma maman, qui a fait que je suis restée dans cette relation pendant 7 ans et demi Mmh. et j'ai aussi pu mieux voir pourquoi ma mère s'était comportée comme ça Waouh! et du coup, il y a une espèce de truc qui te ramène à ta lignée aussi de femme. C'est Mmh. assez, tu vois, il y avait toujours quelque chose qui me disait je me voyais différente des gens qui m'entouraient dans mon enfance. Je me disais: «Je me sentais différente» et elle me renvoyait cette différence aussi. Mais Mmh. mais je me rendais pas compte, tu vois? Je me disais: «Pourquoi j'ai l'impression qu'elle préfère tous les autres enfants sauf moi? Je suis fille unique» et Mmh. j'avais l'impression d'être comparée à la terre entière. D'accord. Parce que c'était toujours un tel était mieux que moi, un tel était mieux que moi. Je me rappelle d'un moment où, je suis même adulte, hein, tu vois? Je me rappelle d'un moment où je suis super fière de moi parce que j'ai mon bac+5 et elle me dit: «Ah oui, OK, mais un tel a eu son concours de je sais pas quoi» et en fait, tu te dis: «Mais C'est dur. OK, c'est incroyable». Mais Mmh. après pour elle, dans sa façon de voir les choses, fonctionnaire, c'est quelque chose de stable, de comment dire? De sécurisant. Alors que pour moi, c'est sclérosant. On est d'accord. On est d'accord, ça veut dire que fondamentalement, toi, ta vraie personnalité, c'est d'être indépendant, c'est d'être puissante, c'est de faire des choix et effectivement avoir une bonne estime de soi et d'être confiante dans ce que l'avenir te promet. Tout à fait et c'est vrai que quand j'étais dans cette relation, hem, avec mon ex, de ne de sentir qu'il y avait des choses qui allaient pas, mais comme le curseur, ma tolérance était plus, comment dire? Plus grande parce que j'avais vécu des choses par ailleurs, donc je me disais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais j'acceptais en me disant: J'ai cette capacité de remise en question, de re-questionner, de me dire: «C'est peut-être moi» et puis quelqu'un de toxique, sa capacité, elle est quand même assez puissante de te dire justement que c'est ta faute. De C'est intéressant parce que c'est la relation qui est toxique. C'est le mélange des 2 c'est personnalités exactement ça, parce que qui pour que va ce soit aller toxique, il faut aussi que se moi j'ai quelque chose. l'une l'autre. Oui. C'est ça. Mmh. Pour qu'il y ait toxicité, il faut que moi aussi j'accepte les choses et d'ailleurs, ça me permet aussi de voir où moi je suis toxique, envers moi, envers l'autre. Par Oui. exemple, un truc tout simple, c'est le besoin d'être aimé par l'autre. Oui et du coup, de faire n'importe quoi pour arriver à cet amour. Mmh. Exactement et ça, c'est très toxique, de se Ouais. dire que l'autre doit me donner ce dont j'ai besoin. Ouais. Mais en fait, non, personne ne doit te donner ce dont tu as besoin, c'est toi qui dois te donner ce dont tu as besoin et après, quand tu relationnes à l'autre et ben, c'est plus sain parce que tu n'attends rien de l'autre à part, des choses tu poses tes limites, tu sais exactement ce dont tu as besoin et c'est plus sain pour l'autre, parce qu'il n'est pas en train de devoir deviner ce que tu dis. Moi, je remarque quelque chose de très, très, répandu, en tout cas chez certaines de mes amies, c'est: «Mais je lui ai déjà dit, il pourrait deviner, il devrait me comprendre». Oui, sauf que tu lui as déjà dit peut-être, mais c'est un être humain aussi qui peut ne pas y penser ou être centré sur lui-même. Et c'est toujours important d'aller vérifier ce qu'on pense. Mmh. Exactement. Le truc, tu vois, pendant longtemps, je me disais: «Mais qu'est-ce qu'il fait?» C'était vraiment un exemple que j'avais un truc qui était souvent dans mon esprit, c'est il y a un accident, il y a 10 témoins, on leur demande: «Qu'est-ce qui s'est passé?» et les 10 Ouais, n'ont pas la même version des choses. tout à fait. Tu te dis: «Mais comment c'est possible? Ah oui, il portait un
un pull rouge, l'autre il portait un pull bleu. En plus, c'était des trucs pas même pas comparables. Oui. Autant orange et rouge, on pourrait penser que c'est une notion de visuel, enfin voilà, mais des choses complètement différentes. Ouais. Et là, tu te rends compte, alors j'ai découvert ça grâce à ma formation David Laroche, notamment Entraîner pour réussir, le poids des perceptions. Ta Et des perception, projections. On projette notre histoire sur l'autre. exactement, notre projection, nos perceptions font que notre relation à l'autre, elle est forcément biaisée. Et ça, personne ne nous le dit. Oui. On grandit sans savoir ça. Mmh. Donc on devient des espèces de pantins, dans certaines situations, malléables à la manipulation de ceux qui ont compris que la relation se jouait à d'autres, niveaux. Mais toi, en tout cas, félicitations parce que, même en ayant, un sac à dos un peu lourd pour démarrer dans ta vie, tu as quand même, retiré les pierres de ton sac, une à une en disant: Mmh. «Ça, ça me convient pas, ça me convient pas», et donc aujourd'hui, quel est le type de service que tu proposes? Quels sont les accompagnements que tu proposes? Alors moi vraiment mon accompagnement est axé sur le fait de déjà, quand tu prends conscience, parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la situation, qui sont pas forcément conscientes qu'elles sont sous emprise. Elles se disent que c'est normal ce qu'elles vivent parce que, elles sont comme ci, elles sont comme ça et que, elles se voient pas vivre sans la personne. Elles sont en dépendance, affective, Mmh. mais cette dépendance affective, elles la voient comme étant leur problème, alors que c'est la relation qui a créé souvent cette dépendance affective. Mmh. Elles sont dépendantes financièrement. Elles se disent que si elles partent, elles seront démunies, elles seront à la rue et souvent, c'est aussi l'autre qui construit ce truc de dépendance, financière en leur faisant bien comprendre que sans lui, mais parce que lui a aussi a plein de failles. Et moi, j'essaie vraiment d'aider ces femmes à avoir, déjà à regonfler leur estime d'elles-mêmes, à leur redonner confiance en elles, à gérer mieux leurs émotions parce qu'une fois qu'on est sorti de la relation, si la personne en face, elle va nous oublier en 2 secondes. Nous, on a aimé la personne et quand je dis nous, c'est il y a des hommes aussi qui sont dans cette Mmh. situation, hein. C'est plus les femmes, mais il y a quand même quelques hommes qui sont dans cette situation-là et en fait, il y a cette tendance parfois à soit la personne nous oublie rapidement, soit elle essaie de revenir, et de dire: «Non, mais j'ai changé, je comprends». Alors qu'on sait que c'est néfaste pour nous et ben, on va y retourner Mmh. parce qu'on ne se sent pas en capacité et en comment dire? On ne se sent pas aimable par quelqu'un d'autre. Et du coup, j'ai une question parce que tu dis, que les personnes ne se rendent pas compte. Donc comment fais-tu pour, heu, que les personnes se rendent compte qu'elles sont dans une parce que quand on est dans de l'inconfort Mmh, constamment, ça c'est devient ça, une ça zone de devient un confort. Oui. donc qu'est-ce que quelle est la méthode ou le je ne sais pas, la façon dont tu t'y prends pour que les personnes aient ce déclic que ça va plus, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe? Bah, c'est vraiment axé sur le bien-être, la santé mentale, ce qu'elles ressentent. Si elles ne se reconnaissent plus, si elles ont cette sensation d'être toujours à côté, de leur vie, de faire plein d'efforts et de voir que ça ne fonctionne pas. Parce que parfois ça se déclenche, avec parfois il y a des coups, parfois il y en a pas du tout, de toute la relation et juste le fait de voir qu'on se sent pas bien mentalement, qu'on a vraiment une baisse d'estime de soi, qu'on a l'impression hem, que rien n'avance et que c'est de notre faute. En fait, c'est vraiment cette sensation de porter le poids de la responsabilité de la relation sur ses épaules. De se Mmh. dire que si je faisais autrement, il changerait. L'attente du changement chez l'autre. Ça, c'est déjà quelque chose, de mauvais Ça parce ne change que pas les jours, on se on change soi-même, oui. exactement, mais ça, c'est quelque chose qui est très, compliqué à voir. Mmh. Dans la relation, on se met en relation parce qu'on aime, on
c'est comme ça qu'on se met en relation, sauf que cet amour, moi, je me disais, j'ai eu une relation pendant 14 ans avec quelqu'un avant mon ex toxique, et je me disais: «L'amour ne suffit pas». Mais je ne savais pas ce qu'il y avait derrière tout ça. Mais réellement, l'amour ne suffit pas, il faut s'aimer soi. Alors c'est pas s'aimer soi pour, aller en relation avec l'autre, hein. C'est vraiment s'aimer soi pour avoir des relations saines avec qui que ce soit. Oui. Quand on est au travail et que tout va de travers et qu'on a l'impression qu'on est la pire personne, ou que tout le monde nous en veut, et ben, il y a quelque chose qui est toxique. Mmh Mais mh. c'est parce que ça fait écho à nous aussi, ce qu'on ressent de nous, comment on se voit. Donc pour qu'elles prennent conscience de ça, c'est vraiment leur montrer à quel point tous les efforts qu'elles font, surtout quand elles sont mamans, ça a un impact sur leur santé mentale, mais aussi sur celle de leurs enfants. Mmh. Leurs enfants Je vont avoir un modèle de relationnel toxique. Ils vont penser que c'est normal d'être, qu'on nie nos émotions. C'est normal qu'on nous dise, «Oh tu exagères, tu pleures, oh c'est bon, c'est pas grave». Les enfants vont trouver ça normal. Les enfants vont trouver normal, on leur dise, «Non, tu n'as pas le droit de ressentir ça. Non, tu n'as pas le droit de faire ça». Alors quelque chose qui va pas forcément, si quand ça les met en danger, ou quand ça met en danger l'équilibre familial, OK, mais quand c'est quelque chose qui juste, sert la personne qui leur dit ça, on est dans un contrôle excessif et non plus dans quelque chose de sain. Mmh. Et je pense que vraiment j'ai discuté avec une fois une dame qui me dit: «Oui, oui, je m'en suis sortie de la relation, tout va bien, j'ai lu 1000 livres, 1000 j'ai vu 1000 vidéos». Et je me suis dit: «Mais cette illusion aussi du savoir qui va permettre de guérir, ça va permettre de prendre conscience, Mmh. et pour vraiment guérir, il faut aller vraiment regarder au fond de soi, Mmh. et c'est avec l'aide de quelqu'un d'autre que souvent on peut faire de l'auto-soin, ça c'est important aussi, les petites routines de bien-être, pour vraiment, oui, se donner du bonheur. On ose parler de bonheur parce que parfois on a l'impression que c'est pour les autres, et on a le droit aussi, tout le monde, quelle Mmh. que soit ton apparence, quel que soit, ce qu'on t'a dit, parce que c'est ça le problème, c'est elles ont commencé dans cette relation en étant, les épaules, hautes, et elles en sortent en étant, les épaules basses, elles se sentent diminuées, et elles ont vraiment cette sensation au fond d'elles que si c'est pas cette personne-là, ça sera personne d'autre. Et Mmh. on le voit avec les féminicides, ce truc d'appartenance, et de penser que l'autre nous appartient. Quand l'autre a décidé de prendre soin de lui et de partir, et il y a beaucoup de femmes, c'est cette peur-là qu'elles ont quand elles se disent: «Oh, quelque chose ne va pas, je vais partir». Elles ont tellement peur que cette personne décide de s'en prendre à leurs enfants, à elles-mêmes, et c'est pas normal. Ouais. Mmh mh. Donc il y a Quand tout on est un vraiment au bout du bout. Mais ce que moi je trouve souvent intéressant, parce que tu parlais des enfants, mmh, ce que je trouve intéressant, c'est que les enfants se quand ils vont mal, c'est souvent le symptôme des dysfonctionnements du couple. Et moi, ça m'est déjà arrivé des personnes parce qu'on dit: «Ouais, les chevaux», oui, je ne l'ai pas mentionné, mais je suis, oui, équicoach. coach équipe, J'ai des adultes qui viennent tout de suite quand on pense cheval, on pense enfant. oui, Je vais vous amener mon enfant, mais je n'aime pas personnellement, c'est pas que j'aime pas les enfants, hein, je n'aime mmh, pas d'accompagner les enfants parce que mmh, pour moi, ils sont parfaits. mmh, Et les adultes ont besoin de se remettre en question, et c'est pour ça que c'est délibéré de ma part. C'est très, très rare, je l'ai fait, mais c'est très, très rare que j'accepte d'accompagner un enfant. mmh, C'est le parent derrière qui dysfonctionne. Et effectivement, comme tu dis, mmh. c'est très difficile de se remettre en question. C'est beaucoup plus facile de dire: «C'est l'enfant qui va pas». Ah Moi, mais aucun problème. carrément, moi j'ai remarqué, alors je l'ai vu après coup, hein, je n'ai pas conscientisé dès le départ, mais mon fils a commencé à faire pipi au lit. Il avait, C'est un gros symptôme ça. oui, et ben, c'était 2 ans avant que je me sépare de son papa. Mais c'était 2 ans avant où j'avais déjà Oui. conscience que j'allais pas rester dans cette relation.
Et en fait, mon fils a senti, je ne sais pas comment, je ne sais pas, mais c'est après coup que je me suis dit: «Il a dû sentir quelque chose parce que ce que ça déclenche de l'énurésie, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas». Et moi, ayant souffert d'énurésie étant petite, j'ai posé la question à ma mère parce que je le savais, enfin, tu vois, j'avais pas cette conscience-là. Je lui ai dit: «Mais est-ce que j'ai toujours fait pipi au lit tout le temps ou est-ce que ça je me suis remise à faire pipi au lit?» Et là, j'apprends qu'en fait, je me suis remise à faire pipi au lit. Donc C'est tu vois, ça m'a intéressant. vraiment c'était vraiment intéressant de voir qu'effectivement, il y a des choses que les enfants sentent qui amènent à ce genre de choses comme l'énurésie ou l'encopresie. Mais vraiment, c'est nos moi, depuis que je suis maman, je me suis dit: «Mais quel formidable professeur, mon enfant!» Mmh. Mais je ne m'attendais pas à ça. Oui. Il y a tellement de choses que grâce à lui, j'ai compris et en plus, son père a décidé, après la séparation, de le frapper. Donc il avait sa nouvelle relation et mon fils ne se comportait pas comme il aurait voulu que mon fils se comporte. Donc il a commencé par les punitions, j'étais pas d'accord, j'ai communiqué avec lui, mais il n'entendait pas. Il y a eu les coups, j'ai communiqué avec lui, mais il n'entendait pas et en fait, c'était genre, «C'est bon, je suis déjà papa, je sais comment faire». Et de me rendre compte à quel point je me suis fourvoyée sur cette personne, c'était difficile pour moi. Mais j'ai Mmh. décidé de porter plainte en me disant: «Non mais c'est quoi l'escalade?» Tu vois, l'escalade de la violence, c'est quoi l'étape d'après? Parce que ça commence par les punitions, après les coups. Si mon fils n'est toujours pas comme il faut, c'est quoi la suite? Mmh. C'est quoi la suite? Parce que les coups ne servent absolument à rien. Les punitions ne servent absolument à rien, sauf si c'est une punition pour réparer ce que tu as fait. Mais écrire des lignes pendant des heures, je ne sais pas à quoi ça sert par rapport à la problématique. Mmh. Et je dis toujours, les enfants, quand il y a tout ça, ils ne cessent pas d'aimer leurs parents. Ils cessent de s'aimer eux-mêmes. Oui. Moi, j'ai encore en souvenir une gifle que ma mère m'a donnée. J'avais 16 ans. Elle m'a fendu la lèvre. J'étais à l'école. Oui, elle était forte. Parce que j'ai osé répondre. Elle m'a pas beaucoup frappée, mais les fois où ça a été fait, c'est encore marqué dans ma chair. Mmh. Et j'avais osé répondre. Donc 16 ans, je me disais que jusqu'à présent, à chaque fois, je me taisais, et là, j'ai osé répondre et ben non, c'était pas possible. Et donc qu'est-ce que ça crée? Bah, ça crée après que j'ai développé une espèce d'addiction à dire les choses trop. On me demandait rien, je disais, donc ce qui était pas très confortable non plus pour les autres en face de moi, hein. Après j'ai basculé dans, bah, je dis plus parce que ça fait du mal aux autres, donc je prends sur moi. En fait, tu vois, il y a vraiment une espèce de déséquilibre qui se crée quand Oui. le parent, il devient dominant, quand le parent, il t'empêche d'être qui tu es. Et Mmh. souvent, il t'empêche d'être qui tu es parce que le regard de l'autre, un enfant qui fait une crise dans la rue, le nombre de gens qui vont voir ça en mode: «Ouais, mais ses parents, non». Enfin, tu vois, tout de suite, ils vont aller, alors que cet enfant, si ça se trouve, il décharge juste une frustration, une colère, qu'il a eue toute la journée et que là, il est avec son parent et il se permet de lâcher. Mais ça, c'est un truc, compliqué. Et moi, j'étais hyper inconfortable avec la colère de mon fils. Mmh mh. Marrant, hein, j'étais très, très inconfortable avec sa colère. Et je me suis rendu compte, en fait, que c'était aussi ma colère que j'acceptais pas. Oui. Mmh. Et j'avais même fait, j'avais été voir un hypnothérapeute pour me libérer de ma colère. Tu peux pas te libérer de ta colère grâce à tu La colère, l'accueilles. elle est très mal aimée parmi les femmes, Ah surtout. non, mais parce qu'on nous fait passer clairement pour des tu as pas le droit d'être en colère. Tu as pas le droit de dire ce que tu penses. Ouais. Moi, je disais parfois à une de mes chefs: «Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je mette des chamallows dans ma bouche pour dire les choses?» Et oui, ça s'apprend à communiquer, de façon plus saine, évidemment. Oui, Mais parce que par communiquer sur une émotion, on le regrette très vite en fait, mais reconnaître que cette émotion existe et qu'elle est peut-être pas adressée à la personne qu'on a en face de soi, mais prendre soin de ce qu'elle exprime, parce qu'il y a souvent une question de limite qui est transgressée. franchi C'est important de pouvoir se poser et dire: «Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qui est en train de se tramer là?»
OK. Tout à fait et je trouve que ce qui est important aussi, c'est que quand dans la relation, tu as enfin compris qu'il y avait des choses qui allaient pas, tu as préparé ton départ parce que ça se prépare, hein, justement pour éviter, les retours en arrière, pour éviter, les «représailles» entre guillemets, pour vraiment bien et comment dire? Collecter des preuves aussi, c'est important. Parce que sinon on a cette sensation, comme la personne elle nous dit: «Non mais moi j'avais souvent cette phrase, c'est: «Tu te fais des films, non mais tu inventes, non mais n'importe quoi, je suis pas le seul à le penser». Enfin tu vois, il y avait des trucs vraiment qui sont de l'ordre où ta santé mentale peut peut très bien, être remise en question, fortement et si tu es pas stable émotionnellement, ce qui était, mon cas à l'époque et ben, franchement ça peut créer un déséquilibre et et tu vois, ça me faisait penser, je faisais de la médi j'avais commencé à faire de la méditation et un jour, je sais plus pourquoi, j'avais déjà dit que je voulais me séparer, on était déjà séparés et je me suis énervée pour je sais plus quel truc. Et il me dit: «Ah bah, franchement la méditation ça sert à rien, hein, c'est bon arrête, hein». Et je me suis dit: «Mais c'est incroyable, quelque chose qui me faisait du bien, dans sa perception des choses, c'était pour que je sois plus calme, alors que moi ça me faisait du bien, je savais pourquoi je le faisais, c'était pas pour devenir plus calme, c'était pour apaiser mon esprit à des moments précis, mais c'était pas pour que quand, on me parle mal ou qu'on me traite mal, pour que Mmh. j'accepte et que je tente de l'autre joue, quoi. Tu vois? Il y a une espèce de confusion et je pense que vraiment, quand la femme elle prend conscience de la problématique, moi je l'ai fait sur un coup de tête, entre guillemets, parce que ça faisait 2 ans que c'était dans ma tête de vouloir partir. Mais je l'ai quand même fait sur un coup de tête en mode, je n'ai pas préparé. Je n'ai pas cherché un appartement, j'ai pas mis de l'argent de côté spécifiquement pour ça. Mmh. Est-ce qu'il faut Mais toujours tout préparer? pas toujours, je pense pas qu'il faut toujours, mais c'est mieux parce que ça sécurise une part de nous. Mmh. La part de nous en plus en tant que femme, la part de nous qui a besoin de sécurité, cette part de nous qui peut penser que si elle, elle est sans lui, elle va être plus pauvre parce que statistiquement quand même, le nombre de familles monoparentales, précaires, elle est quand même plus importante quand c'est la femme qui est à la tête de cette famille monoparentale. Ouais. Donc Ouais. ça, il faut quand même en tenir compte Mmh. pour justement apaiser ces peurs-là et qui vont faire que tu vas rester dans la relation parce que tu te dis: «Oui, mais je pourrais plus partir en vacances au ski ou je pourrais plus m'acheter telle chose». Après c'est des exemples, il y a des personnes qui sont en couple et qui 2 salaires très petits font qu'elle va pas se donner le Mmh. elle va pas avoir l'estime d'elle-même pour s'autoriser à rêver d'autres choses. Si elle a connu quelque chose de très précaire dans sa vie familiale, plus elle connaît quelque chose de très précaire dans sa vie relationnelle, elle va pas forcément oser. Moi, ce qui est important, c'est vraiment de se dire: «Je suis là à l'instant T, quels sont mes rêves les plus fous?» heu, J'aime bien le fait de il y a une phrase de Kierkegaard que j'ai vue ce matin, c'était vraiment: «Oser», je te la lis, hein: «Oser, c'est perdre pied momentanément, ne pas oser, c'est se perdre soi-même». C'est beau. Ouais et je trouve ça vraiment, tu sais, elle m'a vraiment parlé en me disant: il y a tellement de personnes qui ont peur de perdre quelque chose», comme tu disais, cette espèce d'inconfort qui est devenu confort, qu'elles oublient que leur vie, elle leur appartient. Mmh. Elle appartient à personne d'autre, même si quand s'ils ont fait les vœux de mariage ou je ne sais quoi, ils se sont dit: «Je t'appartiens». Je sais pas comment ça se passe, je me suis jamais mariée. Mais j'ai assisté à des mariages, j'ai plus souvenir. En tout cas, tu n'appartiens à personne. Tu vois, cette partie aussi, toxique de dire, on est la moitié de l'autre, Mmh. de penser qu'on n'est pas entier soi-même, alors que si on est entier soi-même et que si on décide parce que c'est une décision qu'on prend, hein, on a l'impression qu'on subit, mais Mmh. c'est une décision qu'on prend de rester dans la situation. C'est une décision qu'on prend de pas aller, tester autre chose. Et justement, en termes de décider, de tester autre chose, concrètement, tu accompagnes les personnes en individuel ou en groupe, en ligne? Comment ça se passe? Un Alors app c'est en individuel et en ligne et si, c'est un accompagnement de 10 séances. Il y a un appel découvert pour vraiment voir si on peut
ça peut fonctionner, ensemble et vraiment c'est pas opposé à une psychothérapie déjà engagée ou une psychothérapie qui sera peut-être engagée à la suite. C'est vraiment pendant le coaching, on va aller voir ce qui a créé cette situation, mais on va surtout se focaliser sur comment mettre en place des actions concrètes pour pouvoir, avancer. C'est une mise en action, en fait. Oui, clairement. Oui, Mmh. oui. OK. Comment est-ce que les personnes doivent faire pour te contacter, en fait? Bah, elle me contacte sur mes réseaux sociaux ou sur, Confiance en orbite sur, Instagram et Murmure et Enchante son monde sur Facebook et elles peuvent aussi, m'envoyer un message, sur, mon adresse mail lesalizés, LEZALIZES @gmail.com et mon numéro de téléphone que je ne connais pas par cœur, j'essaie de trouver. Je te dis ça tout de suite. Mais voilà, en gros, c'est sur les réseaux sociaux et c'est 100 en ligne, mon OK. accompagnement. Même si les personnes, elles sont à côté de moi, c'est en ligne. Et tu as ou tu vas avoir un site internet? Je suis en train de le construire, j'ai du mal à le faire pour l'instant, Oh. mais je ne désespère pas d'y arriver. Alors j'arrive pas à jouer mon numéro de téléphone. Ah oui, 07 82 09 39 42 Super. et mon site, oui, il est en cours, mais c'est vrai que c'est pas évident de toujours, le Ouais. construire. J'en ai un un web node, je le mettrai peut-être, je te le dirai après parce que je sais plus, c'est où je partage quelques articles et quelques faits de vie, mais il me satisfait pas. OK. Écoute, merci beaucoup pour, cet échange, heu Merci et Florentine. donc n'hésitez pas à contacter, Muriel pour en fait, c'est vraiment un accompagnement à la prise de conscience et à la mise en action. Oui et c'est personnalisé, c'est vraiment j'ai mon canevas d'accompagnement, mais c'est vraiment personnalisé à ce que la personne elle vit. C'est pour ça qu'il y a cet appel découverte aussi pour vraiment voir ensemble comment, on peut avancer. OK. Beh, merci d'avoir pris ce temps pour, un petit peu Merci à toi. développer, quelle est ton approche. C'était, fort intéressant et je te dis à bientôt. À bientôt Florentine. Au revoir. Au revoir.